Dans les mouvements, dans tous les mouvements, il y a ceux, celles et celles qui agissent dans l'ombre ou, dans le cas de mon invité, qui préfèrent rester dans l'ombre. Dans la pièce de théâtre Corps fantôme sur l'émancipation de la diversité sexuelle et de genre des années 90 à Montréal, contre la répression policière, la haine et la violence, les meurtres et le sida, on a un peu l'impression qu'elle était la mère. Oui, ça peut être un petit peu sexiste, mais moi je pense qu'on peut le dire. La maman de la résistance queer de l'époque. Un monument du militantisme lesbien au Québec. Journaliste, fondatrice de la revue Gazelle et intervenante de la première heure contre la violence, son engagement a façonné l'histoire de nos communautés de la diversité sexuelle et de genre. Mon invité à Affirmation, Claudine Metcalfe. Bonjour Claudine Metcalfe. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Tu es née en 1962 à Saint-Eustache. Comment décrirais-tu ton enfance? Oh, une enfance, je dirais, de parfaite petite banlieusarde. Alors, une famille tout à fait normale. J'ai une sœur qui est 2 ans mon aînée. On s'entendait bien. Et puis, mais contrairement à mes amis qui demeuraient beaucoup à Saint-Eustache, nous, on sortait beaucoup au centre-ville. Mes parents nous amenaient beaucoup là, dans l'orchestre symphonique. On allait souvent à Son et Brioche le dimanche matin. On allait même voir des camps de musique l'été. Alors, on a eu une formation très classique, ma sœur et moi. Une formation aussi exposée aux arts, exposée au monde. Oui, avec une ouverture d'esprit. Il faut s'ouvrir, il faut écouter, il faut apprécier. Puis après, on peut avoir des opinions, mais il faut juger. Maman disait souvent « vivre et laisser vivre ». Vivre et laisser vivre. On base nos opinions sur des faits et non pas sur des perceptions. Oui, puis des fois, c'est difficile dans la vie. Alors, on comprend ça. Oui. On est tous un peu comme ça. Écoute, je tombe tout de suite dans le feu de l'action. Quand et comment as-tu pris conscience de ton orientation sexuelle et de ton identité lesbienne? On rentre vite là-dedans. Hein? Grosse question. Toute petite, là, mon papa m'appelait la tomboy. J'ai aucune idée de ce que ça voulait dire. Je trouvais ça mignon. Parce que j'aimais grimper aux arbres. Je sortais ses outils, puis là, je faisais semblant de réparer mon tricycle. Fait qu'il me disait, ça, c'est ma petite tomboy. Puis j'avais des bleus partout. Tu sais, je me cognais. J'étais très, très active. J'étais vraiment, là, une petite fille énergique. Énergique. Pas trop tannante, mais tu sais, avec beaucoup de... puis j'aimais ça faire rire aussi. J'aimais ça faire rire mes parents. Ouais. Mais... Donc ça, c'est petite fille. Fait que petite fille tomboy, je savais juste qu'il y avait un petit quelque chose, que quand il disait ça, qu'il y avait une différence, mais je savais pas quoi. Puis après, j'étais au collège. Au collège, il y avait juste des filles. Puis je me suis aperçue, quand on cherche un chum en secondaire 5 pour le fameux bal de graduation, que là, j'avais un chum, mais quand j'étais avec mon chum, je parlais dans ma tête à une amie que j'aimais particulièrement. Là, je trouvais que c'était étrange. Je demande aux autres, tu sais. Je vivais pas mon moment présent avec ce pauvre Rénal tellement gentil et joli. Je pensais toujours à raconter, à dire ce que je faisais à une femme. Fait que tu transposais. Oui. Ouais. Vraiment un mécanisme, là, qui était incontrôlable. Puis, plus tard, là, je cherchais... Là, on arrive au cégep. Puis, je cherche à la bibliothèque, sans demander, bien trop gênée, à la bibliothécaire, d'avoir des références, cherche. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des romans assez vieux, assez pompeux. Puis là, c'était toujours quelqu'un de trop sensible, trop romantique. Ça finissait souvent par des suicides. Fait que là, je me dis, si c'est ça, je pense que je suis un petit peu déséquilibrée. Fait que j'ai pensé ça assez longtemps, que j'étais seule et peut-être que j'avais un problème là, dans la tête. On a tous vécu ça, hein? Tout le monde, parce que et c'était toujours, qu'à chaque fois qu'on dépeignait des personnes gays ou lesbiennes, c'était des personnes qui étaient malheureuses et qui finissaient par s'enlever la vie. Mais oui, à un moment donné, je me suis dit, je dois pas être seule, parce qu'on n'en parlait pas à la télévision, on n'en parlait nulle part. J'avais demandé à une copine au cégep, est-ce que tu connais des endroits pour sortir? On commence à vouloir sortir, puis là, elle me nomme le Montréal Scope, qui existait dans le temps, puis dans le Montréal Scope, j'ai vu quelques bars lesbiens, des adresses. Mais là, j'étais trop jeune, je ne suis pas allée, mais je me dis, ça existe. Donc, il y en a d'autres. Alors, au cégep, j'ai fait une affiche dans les toilettes des filles. Si vous êtes comme ça, ma grand-mère disait comme ça. Comme ça. Puis là, j'avais donné un point de rencontre. Mais il n'y avait personne. À ma première réunion, personne. Alors,
j'ai refait mes affiches, je les ai fait pour une rencontre dans un petit café. Pour être plus de discrétion, encore là, j'étais toute seule. Fait que là, j'étais toujours prise à, est-ce que je suis seule? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que... Ça, là, c'est tellement lourd sur les épaules. Ça doit. Et moi, je vois là-dedans déjà la personne militante qui organise des choses. Ben, c'est vrai, d'un côté, déjà, mon désir de me retrouver avec peut-être des semblables, parce que peut-être que je suis seule au monde, là, mais ouais, à la recherche de l'autre. Comment t'es-tu rendu compte que tu n'étais pas seule au monde et que tu as pu finalement rencontrer d'autres personnes comme ça? Ben, c'est à l'université. Ah oui. À l'université, au début, il y a toujours des kiosques là, des différentes associations. Il y a même des gens qui sont là pour représenter là, la presse, puis les journaux, puis tout ça. Puis là, je vois ACHUM, A-C-H-U-M. Ah, mon Dieu, je vois que c'était l'association communautaire homosexuelle de l'Université de Montréal. Mais avec les gens, on se promenait dans le corridor, là, ils se sont mis à rire. Atchoum, ça s'attrape. Fait qu'il n'y a pas de danger que je vais m'arrêter là, à ce kiosque, s'il y a d'autres mondes. Alors, je me retrouve toute seule, je m'arrête, il y avait une fille, un garçon. Le garçon, c'était André Passio, mon ami depuis ce temps-là, qui travaille au FUL. Ah, mon Dieu, oui. Et là, je me suis aperçue que je n'étais pas seule. Puis on dit, mais oui, on a des groupes de discussion. Puis là, on était une dizaine, dont plusieurs filles. Alors là, j'ai commencé à m'épanouir. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Oui. Alors, revenons un peu en arrière parce que je t'ai tout de suite amené à parler parce que je trouvais que c'était intéressant de t'entendre dès le jeune âge comment tu te sentais différente. Mais je vais te ramener quand même, tu es allée aux études de l'université. Qu'est-ce que tu as étudié? J'ai commencé en droit, puis là, j'étais dans mon processus de sortie. Alors, j'ai pas assez étudié pour bien réussir. Puis là, j'avais un désir plus culturel. Alors, j'ai fait un bac en histoire de l'art. Et donc, tu es devenue historienne de l'art. Eh oui, et je n'ai jamais travaillé là-dedans. Je vais t'amener tout de suite à 1989, qui est quand même quelques années plus tard. Tu es directrice du Centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, quelque chose de très, très terre-à-terre, c'est que j'étais tellement pauvre à ce moment-là que j'étais sur l'aide sociale. Et c'est l'agent d'aide sociale. Mais t'étais pauvre, pourquoi? Parce que je faisais que du bénévolat, puis je cherchais évidemment un travail. En histoire de l'art, j'ai rien trouvé. Oui, effectivement. Ouais. Mais je cherchais beaucoup dans le culturel. Je cherchais... Puis là, j'ai commencé à faire des entrevues pour différents médias. Fait que là, tu sais, qui dit entrevue dit showbiz. Alors, c'est comme ça que j'ai, par la suite, commencé à travailler là, au lundi dans les magazines, Éco-Vedette, et tout le beau monde du showbiz québécois. Ouais. Mais c'était pas très payant. Non, c'est ça. Fait que là, il y a eu une époque où j'étais sur l'aide sociale et c'est l'agent qui m'a proposé d'être à l'animation, au comité d'animation au centre communautaire des gays et lesbiennes. Donc, il savait que tu étais lesbienne ou il a juste présumé? Je pense qu'il a présumé parce que j'avais pas fait. Ça t'a pas choqué qu'on te propose ça? Non, c'est ça. Fait que je m'en vais là, je connais pas, puis je rencontre notre Mario qui s'occupait du... Mario Racine. Mario Racine. Il y a eu une fondation par la suite, Mario Racine. Un homme au cœur d'or, au cœur pur. Et c'était le directeur général à l'époque? C'était le directeur de l'animation. Ah, d'accord. Alors là, il était content d'avoir une lesbienne pour faire de l'animation. Puis là, on s'est mis là, à mettre sur pied là, des cours. On était accrédité par la commission scolaire pour donner des cours de langage là, pour les non-entendants. On a fait des cours de langue d'espagnol, des cours d'artisanat, juste pour gays et lesbiennes. Fait que là, j'ai rencontré des gens, puis là, je les accueillais, puis c'est comme ça qu'a commencé là, le vrai militantisme, là. C'est le centre communautaire qui a changé de nom, qui est devenu le centre communautaire des LGBTQ+, de Montréal. Oui. Mais à l'époque, c'était le centre communautaire des gays et lesbiennes. Quel rôle jouait-il dans les communautés, ce centre? C'était le lieu physique, un endroit où on avait là, une adresse pour pouvoir débarquer dans le village puis aller en quelque part. C'était le lieu... en fait, on se moquait, on disait le centre communautaire des gays et de la lesbienne. Ah oui, pourquoi? Alors, parce que c'était moi et on disait qu'il y avait juste moi. Il y avait pas... C'était juste des gars, puis c'était Claudine avec sa gang de gars, là. T'sais. Ah oui, la lesbienne d'office, quoi. Oui, c'est ça. Mais pourtant, il y avait beaucoup de... Il y avait quand même beaucoup de femmes là, qui venaient, surtout des jeunes. Surtout des jeunes qui débarquaient, puis
j'ai encore des commentaires de gens qui disent « J'ai été accueillie au centre communautaire, j'avais 17 ans, des jeunes femmes là, qui savaient pas où aller, les parents qui étaient fâchés contre elles. » C'était une époque difficile, là. Les gens se rappellent pas, c'était en 87, 90, c'est pas si longtemps que ça, et c'était une époque très difficile. À 18 ans, maman m'a mis à la porte, ça, on l'a entendu. Ouais. Toi, t'as vécu ça? Non, pas du tout. Non, tes parents ont bien accepté le fait que tu étais lesbienne? Je l'ai dit à l'âge de 20 ans. Ah oui? Parce que là, j'avais une blonde officielle, puis son papa connaissait mon papa, fait que c'était un peu gênant, fallait que je le dise. Là, mon père, il a un petit peu bougonné, mais il n'a pas dit grand-chose. Mais maman m'a dit « J'espère que vous ne faites pas de cochonneries. » Définir cochonnerie, non, on ne fera pas ça à la radio. Je savais même pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Ouais. Tellement mon amour était pur, était là, inconditionnel. Je n'ai pas comme compris cette... Puis papa, lui, était dans le service de police à Saint-Eustache. Puis il m'a dit, tu sais, c'est gênant parce que là, toi, on te voit à la télévision, tout ça, mes copains font un lien, puis je sais pas quoi leur dire. Ils me disent, qu'est-ce que t'as fait à ta fille pour qu'elle vire aux femmes? Ah. Imagine. Fait que quand on fait notre sortie, on rentre du monde dans le garde-robe. Oui. Il y a toujours deux facettes là, à une médaille. Ah oui, c'est un coming out qui implique tellement de monde, effectivement. Ah oui. Puis à cette époque-là, c'était difficile. Puis c'est intéressant parce que on voit dans la pièce de théâtre, mais à ce moment-là, c'est la police de Montréal, mais on voit comment c'était difficile aussi d'avoir c'était fermé, ouais. C'était... Mais ça, on va y revenir. Donc, mais dis-moi, tes parents ont fini par accepter. Ah oui. Oui, c'était un petit choc sur le coup, là, mais oui, j'ai toujours été... Même si, quand je travaillais au centre communautaire, une sœur demande à maman, « Bah, ta fille est lesbienne. » Maman me dit, « C'est pas parce que tu es au centre communautaire des gays et lesbiennes qu'elle l'est. Je peux être directrice de soccer puis pas jouer au soccer. » Tu vois, il y avait quand même une petite gêne. Ouais. Mais moi, elle m'acceptait très bien, puis ma copine, elle acceptait très bien. Ah, c'est beau. Écoute, tu as aussi été impliqué dans un bar qui s'appelle le Lilith. Et c'est parce que les bars lesbiens, il n'y en avait pas des tonnes, puis c'était difficile. Alors, c'était quoi l'importance d'avoir un lieu de rencontre comme ça pour les femmes à Montréal? On parle des années 90, là. Mais oui, parce que ça prend vraiment un endroit où les femmes peuvent être en toute liberté entre elles, puis discuter de tout et de rien. Puis, évidemment, il y a aussi l'alcool. Mm-hmm. J'ai vu beaucoup de femmes qui consommaient beaucoup parce qu'elles étaient seules. Il y a eu un soir de Pâques, il y avait une dizaine de femmes esselées au bar puis qui buvaient. C'était mon soir le plus payant. Puis elle disait, c'est parce que je suis pas invitée dans la famille de ma blonde. Fait que c'était une gang de femmes seules. Fait que c'était important de se parler puis de communiquer. D'avoir un lien puis d'avoir une famille choisie. Oui. Puis d'ailleurs, quelques années plus tard, j'ai témoigné à la Commission des droits de la personne pour le bar Au-Side, qui était sur la rue Saint-Denis. Toujours, c'était le lieu de gloire des lesbiennes sur le plateau. Oui. Et parce qu'il y a un homme qui avait fait une plainte parce qu'il voulait rentrer. Puis alors, j'ai dû aller à la Commission des droits de la personne pour expliquer que ça prend un lieu. C'est pas de la ségrégation, mais il faut qu'on se retrouve entre nous. Tout à fait. Claudine, on arrive au cœur des années 90. C'est intéressant parce que, je vais l'avouer, une des raisons pourquoi j'ai décidé de t'inviter plus tôt que prévu dans cette série de balado-diffusion, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Corps fantôme qui relate ces mouvements des années 90 à 2000 ici à Montréal. Alors, le contexte des années 90 était très impliqué là-dedans. On parle de meurtre en série. On parle de sida, on parle de descente policière. Et suite aux homicides, t'as co-créé le comité Dire enfin la violence. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a sonné l'alarme pour toi, là, qu'il fallait faire quelque chose? C'est les gens qui venaient au centre communautaire. Certains, là, étaient complètement désorientés parce qu'ils se posaient des questions. Comme on l'a dit tantôt, les parents les avaient mis à la porte. Ça. Donc, cette douleur-là, fait qu'il fallait faire quelque chose pour leur donner confiance. Mais il y en a qui arrivaient puis qui avaient été violentés. Ils arrivaient en sang au centre communautaire. C'était du jamais vu, mais comme il y avait un espace ouvert, puis là, ça se disait qu'on pouvait y vivre en toute liberté. Alors là, il y a des gens qui arrivaient, puis là, on essayait de les référer à des psychologues, mais
fallait que ce soit un psychologue de la communauté parce que, encore à cette époque-là, les psychologues pensaient qu'il fallait nous remettre dans le droit chemin. Jusqu'en c'est 91, hein, quand le DSM a changé. Imagine. On dirait que ça fait 100 ans, mais ça fait pas longtemps. Alors là, les gens arrivaient vraiment avec des traumas. Oui, puis là, on essayait de les faire accepter là, au CAVAC, là, le Centre d'aide d'actes criminels, mais ils ne passaient pas. Parce que pour les gens qui analysaient les cas, ben ça se pouvait pas. Puis un gars, tu sais, il n'y avait pas eu un acte criminel. Le gars aurait dû se débattre. Puis tu sais, c'était vraiment... Là, on a commencé à essayer de faire reconnaître la violence que l'on vivait. Alors, c'est pour ça qu'on a fait le comité Dire enfin la violence pour répertorier, avoir des témoignages. Ça a commencé aussi, il y avait un certain Michael Hendricks qui était un militant aussi, débarqué des États-Unis, il faut le dire, oui, qui avait fui la guerre du Vietnam là-bas, tout ça. Et donc, lui faisait une liste des personnes qui ont été tuées dans le village. À l'époque, on ne disait pas le village, mais une personne gay. Oui, il a fait la nomenclature, puis il essayait. Il est allé au poste de police pour, quand il y avait un meurtre, pour dire selon nous, puis on pense, puis regarder, mais il n'était pas écouté. Il n'y a personne qui voulait entendre ses réflexions. C'était quoi de vivre ça? Ah, c'était épouvantable, parce que là, lui, Michael, commençait à faire des analogies, à faire des liens entre le modus operandi de ces crimes-là, puis c'était vraiment des crimes haineux. Puis les policiers fermaient les yeux, voulaient rien savoir. Et c'était pourtant à l'époque, hein, on avait déjà eu le bill omnibus qui décriminalisait l'homosexualité. Il y avait eu le fait que le Québec interdisait la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Alors, c'était en 76, on est dans les années 90 et ça continue. Alors, c'est là qu'on voit qu'une loi, un règlement, des choses sur papier, ça encadre, mais dans le quotidien, ça prend autre chose. C'était comment, Claudine, de vivre ça? Parce que c'était ton quotidien, là. Oui, au quotidien. Des gens qui arrivent en sang, là, tu sais, quand là, j'étais directrice du centre communautaire, tu penses pas avoir ça à vivre. Puis il y en avait à toutes les semaines. Ah oui? Fait que là, on a commencé à... Des gens qui arrivaient, ils avaient été violentés par la police ou par d'autres? Parfois par des policiers. Puis il y en a qui venaient après une descente pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est là qu'on a commencé à se mobiliser. Mais des fois, ils arrivaient ensanglantés, en pleurs, pour raconter qu'ils s'étaient fait battre la nuit même. Puis ne savaient pas où aller, ne savaient pas quoi faire. Alors, le comité de Dire enfin la violence, on prenait par la main la victime. Puis là, on allait déposer, on avait fait les liens évidemment avec le poste de police, on allait déposer la plainte avec la victime. Alors, peu importe où ça s'était passé, à Montréal, on pouvait aller au poste de police du village. Ça était ouvert. Il était ouvert, oui, parce que là, on avait fait des formations, on les avait rencontrés. Fait qu'eux étaient ouverts. Fait que les gens vivaient de la violence, peu importe, là, à cette époque-là. Et là, je vais juste quand même revenir là-dessus, parce que c'est important. Il y a eu beaucoup de meurtres. Le nombre m'échappe, là, mais il y a eu beaucoup de meurtres d'hommes, en général. C'est des hommes. C'est des hommes, oui. Et dans des circonstances assez troublantes. Une violence là, inouïe. Hein? On voyait que la personne, le criminel, là, c'était pas un vol qui a mal tourné. Là. On s'acharnait à coups de couteau, de tournevis. C'était une haine qu'on sentait là, dans les gestes. Quand les policiers là, ont fini par réaliser puis comprendre, là, ils ont pris ça au sérieux. Puis là, ils ont bien vu que avec quelques petits indices à la maison, parce que c'était souvent à la maison ou à l'hôtel, bien qu'on pouvait voir que c'était un crime haineux. Dans cette période-là, tu étais intervenante donc et directrice du centre communautaire. Et là, je vais le dire, tu gagnais pas très facilement ta vie. Mais non, on vivait de programme en programme, du fédéral ou du provincial. Puis, à un moment donné, on s'est fait accuser là, d'abuser du système ou de pas vraiment être au chômage. Des choses mais les députés nous disaient de faire ça. C'était la seule façon qu'on pouvait... Il n'y avait pas de subvention. Alors, c'était la seule façon qu'on pouvait vivre. Alors, on travaillait, on faisait des levées de fonds. Fait que, mettons, quelques semaines avec un très bon salaire pour pouvoir tomber sur le chômage. Puis là, ben, le chômage nous payait, puis on travaillait. Fait qu'il y en a qui nous accusaient là, de voler, mais c'était comme ça. On n'avait pas le choix. Fait que c'était aide sociale, chômage, un petit peu de paye, et on recommence. Et dans ton cas? Si bien que j'étais vraiment, vraiment pauvre. Je payais mon loyer, puis à peu près tout. Puis
ma sœur, le dimanche soir, venait m'apporter, elle-même qui n'était pas très riche, venait m'apporter du macaroni, tu sais, pour que je puisse passer la semaine. C'était difficile, mais la paye, c'était de la reconnaissance, de voir les gens qui vivaient mieux, qui nous disaient merci. Puis on avait beaucoup de gens qui étaient sur des programmes de réinsertion sociale. On avait même des gens qui étaient des criminels. Quand ils sortaient de prison, ils venaient faire du temps de rédemption chez nous. Donc, on faisait de l'éducation auprès d'une clientèle pas facile, mais on n'a jamais eu de problème parce qu'on était gentils et ouverts avec eux. Il y en a un, par exemple, il est venu peinturer. Il venait peinturer le centre. Puis il disait « Oh, je pensais pas que c'était comme ça. » Tu sais, vraiment un gaillard là, qui sort de prison. « Je pensais pas que vous étiez comme ça. » Puis, tu sais, il créait des liens. Fait que ça, là, c'était une période difficile, mais aussi un peu magique. Puis il y avait, là, c'était l'effervescence des bars. Fait que souvent, un conseil d'administration se terminait à la taverne du village. Puis là, toutes les décisions étaient défaites et refaites. Fait que s'il y avait une effervescence, là, parce qu'il y avait des lieux physiques. Comment avez-vous réussi à finalement convaincre les autorités policières et éventuellement le gouvernement de vous écouter et de faire quelque chose? C'était à cause de cette violence sans nom. À un moment donné, ils ont réalisé, puis avec notre ténacité, puis avec notre façon de vouloir changer le monde, mais sans le bouleverser, le faire par éducation, par formation. Et on allait dans les cégeps, rencontrer les étudiants en technique policière, à Nicolette. Après ça, on allait dans les postes de police pour expliquer. Vous étiez les précurseurs du gris, finalement, oui, presque. Oui, c'est ça. Alors, c'est la belle relève que le gris, par la suite, là, a fait de merveilleuse façon. Puis le changement a été beaucoup par l'arrivée de M. Duchesneau, le chef de police. Le chef de police, qui, lui, était très ouvert parce que, dans sa famille, sa sœur est lesbienne, je peux le dire parce que maintenant c'est ouvert. Oui, c'est connu, oui. Puis là, il a réalisé que qu'est-ce qu'on disait, que c'était vrai, qu'on était des citoyens de seconde zone, puis qu'il fallait que sa gang fasse quelque chose, puis que c'était fini là, le temps des descentes, là, puis de pas comprendre, puis... fait que c'est beaucoup l'arrivée de M. Duchesneau et aussi l'arrivée là, de différents ministres de la Justice qui ont fini par nous écouter. Fait que là aussi, on allait... À un moment donné, j'étais comme en pèlerinage. Là, j'avais mon bâton de pèlerin, puis j'allais dans les bureaux de députés d'un parti ou d'un autre. Puis là, ils se demandaient qu'est-ce que je voulais. Bien, je voulais rien, je voulais juste les sensibiliser à ce que 10% de ces commettants vivent. Puis là, je ne quittais pas de l'argent, là, tu sais, je venais juste... Puis là, pour aller à Saint-Jean-sur-Richelieu, je demeurais à Montréal, j'étais sur le plateau, évidemment, lesbienne sur le plateau. Là, j'allais sur le pouce, puis... voyons donc. Oui, t'avais pas d'argent, t'avais pas d'auto. C'est ça, pas d'auto. Fait que je faisais ça, puis j'étais satisfaite quand je voyais le sourire, là, tu sais, ou le député qui vient de réaliser quelque chose, peu importe le parti, tu sais, c'est au-delà de ça, c'est l'humain, puis il faut comprendre l'humain. Il y a eu... éventuellement, il y a eu des audiences par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Je pense que c'est les droits de la personne à l'époque, tout simplement. Oui, il y a eu des audiences. Il y a des choses qui ont changé. Et c'est grâce à des militants comme toi là, que ça s'est passé. Ah oui, puis ça n'a pas été facile dans la communauté. Tantôt, je disais la lesbienne. Si j'ai un petit chagrin dans ce temps-là, c'est que la communauté lesbienne se retirait de l'action. Tu sais, il me disait que j'étais une traître, que je travaillais avec les hommes, que je devrais être avec elles, mais... Ça devait faire mal de se faire dire ça. Oui, parce que là, tu travailles pour les tiennes, puis tu te fais rejeter par les plus radicales. Mais j'avais, d'un autre côté, tellement de lettres, on n'avait pas de courriel en ce temps-là, puis de médias sociaux, des lettres, des téléphones, des témoignages de femmes partout à travers la province qui te remercient. Oui, c'est vrai. Fait que quand tu as dit tantôt la lesbienne en chef du Québec, ça, on disait ça, mais la mère... ça ressemblait à ça, parce qu'au centre communautaire, j'accueillais les gens. On a mis sur pied un groupe de personnes handicapées gays. Et on les accueillait... Puis moi, j'aimais pas la chicane. J'appelais ça des chicanes de mouchoirs roses. Quand les gars là, commençaient là, à s'obstiner sur les façons de faire. Puis... Oui, parce qu'il y avait des gens plus radicaux que d'autres qui voulaient qu'on fasse du hunting, d'autres non. Il y en a qui prônaient la violence. Moi, j'étais
je voulais pas du tout de outing forcé, je voulais pas du tout de violence. Mais c'était rendu grave parce qu'il y a eu cette descente au Sex Garage. En fait, il y a eu le Trox avant, mais je pense que le Sex Garage a vraiment changé beaucoup de choses. Et il y a eu des manifestations. C'était vraiment... Il y a eu une mobilisation. Est-ce que c'est vrai que vous étiez au téléphone, là? Oui, dans ce temps-là, c'était les pyramides de téléphone. Une personne en téléphonait 2, qui en téléphonait 3, qui en téléphonait 4. En tout cas, pour faire une manifestation. Et puis dans ce temps-là, il me semble que les agendas étaient un peu moins chargés qu'aujourd'hui. Ce soir, 21h, métro Beaudry, une centaine de personnes se retrouvaient là. Oh. Et il y avait les anglophones, les francophones, parce qu'au Sex Garage, c'était une fête très anglophone. Et il y avait les femmes aussi. Elles étaient présentes au Sex Garage. Des femmes, là, surtout anglophones, assez flyées, qui aimaient danser, puis assez exubérantes, tandis qu'au Trox, puis les autres descentes, c'était dans des bars d'hommes. Mm-hmm. Tandis que là, il y avait... Tout le monde était là en harmonie. Fait que là, moi, c'était un point tournant, ça. Hein? Ah oui. Oui, parce que les gens ont été témoins. Les gens, je dis, le public, les téléspectateurs, les médias étaient présents. Alors, ils ont vu comment les policiers nous traitaient. Mm. Puis là, l'opinion publique a changé. Puis après, ça s'est amélioré. Je pense que ça a été ça, le point tournant, c'est que cette descente-là était tellement violente et tellement gratuite que ça a vraiment interpellé. Ça a choqué la population. Ouais. Puis, Vox Populi, Vox Dei, quand la population réalise quelque chose, puis le souhaite, puis le dit à ses députés, puis le dit dans les lignes ouvertes, puis le dit dans les journaux, ça se concrétise. Et c'est là qu'il y a eu de l'action, les gouvernements ont décidé que ça... Oui, là, ça a bougé. Ça a bougé. Ça devait être quand même satisfaisant. Quand les recommandations... Ça a été tellement difficile d'avoir ces audiences-là. Puis les femmes, moi, à ce moment-là, j'étais pas avec le groupe là, de la violence contre les gays. J'étais avec le caucus lesbien. On a fait 2 mémoires différents pour illustrer la violence que les lesbiennes vivent, qui est un peu différente de la violence qui est faite aux hommes. Parce qu'on voyait pas de meurtre dans la communauté lesbienne, comme chez les gars, là, c'est meurtres homophobes. Mais il y avait de la violence. À la sortie des bars, sur la rue Saint-Denis, il y a des femmes qui se faisaient harceler, intimider, violenter, bousculer, frapper, puis qui n'allaient pas du tout à la police, parce que là, t'es doublement discriminé. Oui, parce qu'il y a la violence contre les femmes, la violence contre les lesbiennes, ça s'additionne tout ça. Mais oui, c'est un drame. Vous êtes à l'écoute d'Affirmation, un balado donc avec des personnes qui ont changé les choses pour la communauté de LGBTQIA+. Et mon invité, c'est Claudine Metcalfe, une grande militante de l'ombre. Vous écoutez Affirmation, une balado-diffusion, une émission de radio de Canal M. On rencontre des personnalités des communautés de LGBTQIA+. Et aujourd'hui, notre invitée est Claudine Metcalfe, une femme qui a milité dans l'ombre et qui mérite beaucoup d'être connue. Claudine, bienvenue à l'émission à nouveau. Merci. J'espère que tout va bien parce que j'ai pris ma retraite là, du militantisme, puis ça fait une éternité que je ne suis pas parlé à un micro. Je suis un peu rouillée. On n'a pas de difficulté. Alors, on va parler de la journaliste parce que tu as été journaliste à Fugue. Comment le journalisme est devenu un peu ta façon ou ton nouveau militantisme? Ça a été le véhicule pour faire changer les choses, en plus du militantisme là, très concret au centre communautaire. Le journalisme, tu touches à beaucoup de monde. Puis comme j'ai étudié en histoire de l'art, j'ai commencé à travailler au journal Le Métropole, qui était un peu comme le Voir, mais un mensuel, qui n'existe plus évidemment maintenant. Et là, je voulais faire des critiques d'art, je faisais des critiques d'exposition. Mais là, je disais, quand l'art contemporain, des fois, on ne comprend pas grand-chose, je vais faire l'entrevue avec l'artiste pour comprendre toujours l'intérêt de l'humain. Et là, d'entrevue en entrevue, c'est là que j'ai commencé là, à travailler dans les journaux, à faire des entrevues. Mais là aussi, il y avait beaucoup de préjugés. Ah oui? Et puis M. Pellado, père, m'aimait beaucoup. Puis quand il y avait des entrevues assez difficiles à faire ou sensibles, il me le demandait. Parce qu'il disait, ta plume, t'écris bien, puis tu vas comprendre, puis tu vas bien faire comprendre à mes lecteurs qu'est-ce que la personne veut. Mais aussi, il me faisait rencontrer des personnes gays, des acteurs, des comédiens, des gens connus. Pellado, le père, était ouvert. Oui, mais lui, ce qu'il voulait, c'est que je fasse
sortir la personne du garde-robe. Ah oui, faire un coming out forcé, quoi. Oui, puis ça, j'ai toujours refusé. Je lui disais, mais ça servait à rien de lui dire. Fait que je revenais, puis je disais, il a pas voulu, on n'en a pas parlé. Fait que là, je perdais de l'argent parce qu'avoir un front, c'était 100 $. Ah. Mais, puis là, genre, tu les reconnais, tu les connais, tu les as rencontrés au sauna quand tu es allé faire ton intervention. Mais là, je leur disais, tu sais, n'aie crainte, jamais je vais faire ta sortie forcée, femme ou homme, là. Il fait un temps que c'était une façon de faire du militantisme, notamment aux États-Unis, mais même ici au Canada, de outer, excusez-moi l'expression, donc de dire que, oui, telle personne connue est gay ou lesbienne, même si la personne ne l'avait pas dit elle-même, mais il y avait des conséquences à ça aussi. Parce qu'on a besoin de modèles. Oui. Fait que je leur disais, tu devrais le dire. Ouais. Les gens t'aiment, tu perdras pas ta carrière, mais il y avait la crainte. Personne voulait venir faire une entrevue à Fugue, même si on parlait pas du tout d'homosexualité, mais de venir dans le Fugue, ça veut dire que tu es gay, puis là, tu avais peur de perdre des contrats. Mais pour l'éditeur, mettons M. Pellado, ben là, c'était peut-être payant d'avoir un front juteux. Juste pour être clair, Pellado n'était pas l'éditeur de Fugue, mais de d'autres magazines. Oui, c'est vrai. Oui, chez Québécois. Là. Non, c'était Martin Hamel qui est à Fugue. Qui était à Fugue à l'époque. En 1993, tu as fondé la revue Gazelle, spécifiquement pour et par les lesbiennes. Pourquoi? Ben là aussi, c'est un besoin d'avoir un espace pour nous. Comme on en a parlé pour les bars, ben les femmes voulaient pas beaucoup participer aux fugues parce qu'ils ne voulaient pas avoir une publicité à côté d'une annonce de sauna qui était jugée un peu trop salée. Les femmes lisaient mes entrevues, lisaient mes chroniques, mais ne voulaient pas participer. Par peur. Fait qu'on a fait une étude de marché, on a cru qu'on pouvait passer au travers puis ça pouvait survivre, mais ça n'a pas fonctionné là, au niveau financier. Puis là, le papier avait commencé à augmenter. On arrivait, puis c'était toute une équipe bénévole, moi aussi bénévole. Fait que on a dû le fermer, mais c'était un lieu différent du Fugue. Parce que là, on avait, quand je demandais, tu sais, d'avoir des articles, des chroniques, on m'envoyait surtout de la poésie. En fait, la différence dans le magazine Fugue, ben là, c'était plus des comptes rendus d'une soirée chaude au sauna. Mais là, c'était vraiment l'amour de ma vie. On recevait beaucoup de poésie puis de témoignages de femmes qui voulaient faire leur sortie. Mais on avait aussi des femmes très affirmées, comme l'Association des lesbiennes du Québec, association là, qui n'existe plus, mais dans ce temps-là, c'était un besoin. Alors, ces femmes-là ont même fait des salons pour les femmes pour pouvoir là, se rencontrer entre nous. Fait que Gazelle était un véhicule pour avoir un lieu de rencontre. Comment on peut expliquer ça, que les hommes sont capables d'avoir leur magazine s'organiser, puis il y a toujours une espèce de... Puis je pense que ça existe encore de nos jours, cette espèce de dichotomie entre les deux communautés, qui pourtant ont les mêmes intérêts quelque part, politiquement du moins. Oui. Ben, c'est très politique, parce qu'il y a des lesbiennes qui sont assez radicales, puis qui sont contre le patriarcat. Puis pour elles, ben, que tu sois un homme gay ou hétéro, ben, t'es un peu le vilain de l'histoire. Ben, tu fais toujours partie du patriarcat malgré toi, là. Ouais. C'est ça, oui. Puis il y a aussi ben, les critères économiques, parce que les femmes, surtout dans les années 90, il n'y avait pas l'équité salariale. Hein? Alors les femmes avaient vraiment le tiers, la moitié des salaires des hommes. Puis un homme gay... il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent, qui sont dans des domaines économiques, dans les banques. Fait que c'était ce qu'on appelait l'argent rose. Ça, il y a eu des revers à ça, parce qu'Apsi nous disait, ben là, les gays ont de l'argent, alors le Fugue est plein d'annonces, alors allez les voir pour subventionner. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ces études-là ont été quand même discréditées. Si on faisait des études à la sortie des bars, alors qui parlait dans les bars, c'était des hommes blancs, assez affluents, merci. Alors on oubliait toute cette autre partie de la communauté qui est quand même totalement majoritaire, qui, elle, n'avait pas cette richesse-là ou accès à autant de richesse. Qui avait des besoins. La personne qui est riche, elle peut aller voir le psychologue. Tandis que les gens qui venaient au centre communautaire n'avaient pas un sou. Des fois, on leur chargeait 5 $. Des fois, ils ne l'avaient même pas. Alors, on avait 2 psychologues, une femme, un homme, qui recevaient comme ça gratuitement les gens, des fois dans l'urgence, là, quand ils venaient de se faire battre ou pour accepter l'homosexualité. Tu as vécu l'époque dure de ce qu'on appelle le sida, qui a chopé je ne sais plus combien de milliers de vies ici à Montréal seulement, mais 40 millions de morts dans le monde. Comment tu as vécu ça?
Ah, on perdait là, au centre communautaire là, des adjoints, des secrétaires, des animateurs. C'était vraiment là, une pandémie. Puis c'était une maladie souffrante, puis stigmatisée. Mhm. Alors là, on allait voir... je me souviens très bien de ma secrétaire. Je vais le voir à l'hôpital, mais il est seul. Là. Il a besoin d'avoir des papiers mouchoirs, puis il n'y a personne de sa famille qui va le visiter parce qu'ils ont peur de l'attraper. C'était horrible. Alors, on avait des meurtres, on avait de la violence, puis là, on a eu des cas de sida. Puis là, les gens se sont mis ensemble pour mettre de l'aide là, directe. Des lieux d'hébergement, des soins à domicile. Ça a été épouvantable. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on a le L devant le G dans LGBT, parce qu'on avait, pour un peu remercier les lesbiennes de s'être occupées de ces personnes-là. Oui, c'est ça, parce que nous, ça nous a affligés, parce que on avait des amis qui mouraient, mais nous, il y a très peu de lesbiennes là, qui avaient le sida, puis c'était surtout certaines qui avaient consommé des drogues par injection, c'est ça, ou une malchance, là, mais alors on avait cette collaboration-là qu'on se faisait entre nous, puis pour aller aider nos copains qui mouraient. Comment t'as vécu ça? T'as perdu des amis? Oh, c'est horrible, c'est difficile, ça te brise le cœur, puis tu sais, t'en as deux, mais après ça, c'est un autre ami qui souffre. Ah, c'était tellement une souffrance sans nom, parce que c'était émotif, c'était la peur, fait que c'était une période bien difficile. Et la personne qui était ton secrétaire? Oui. Comment ça s'est terminé? Oh, mais là, il est devenu un ange en haut, puis il me préparait tout le temps de la tisane au thym rouge. Alors, quand je prends une tisane de thym, j'ai une bonne pensée pour lui, mais c'était... là, j'en parle, puis je suis pas mal émue parce que, tu sais, personne mérite de mourir, mais quand tu meurs comme ça d'un destin, d'une loterie de la vie complètement injuste, mais c'était difficile. Moi, je te regarde aller, je t'écoute, puis ça fait un petit bout qu'on se parle pour préparer cet entretien. Je suis toujours épaté de ton calme. Est-ce que tu t'es fâché pendant ces périodes-là? Comment tu as fait pour passer au travers? C'était éprouvant, là. Oui. Mais tu sais, je suis d'un naturel. Quand je me lève, je suis assez de bonne humeur, mais tout ça m'arrive aussi, là. Ouais. Mais M. Duchesneau avait dit que j'étais, moi, celle qui tempérait. La douce qui tempérait. Parce que Michael, Roger, c'était des fougueux, puis Douglas encore plus. On parle de Michael Hendricks. Roger Leclerc, oui. Puis... Douglas, Buckley Couvrette, qui était, là, c'est ça, des boules d'énergie, puis des fois, c'est ça, avec des... Il y avait des propositions, moi, qui me faisaient friser les oreilles, qui étaient assez extrêmes. Fait que M. Duchesneau disait que moi, j'apaisais la gang. Donc, le rôle le titre de maman du militantisme à l'époque, finalement, c'est pas si faux que ça. Oui. Wow. Mais c'est dans l'urgence. Ça, c'est après qu'on réalise comment c'était gros, puis tu te dis comment j'ai fait. Mais quand le feu prend dans un coin, ben tu prends un seau, puis tu cherches de l'eau, puis tu le lances dessus. Tu vas pas commencer à te demander qui a mis le feu, puis pourquoi, puis c'est pas juste, il y a un feu au coin. Fait que c'est l'action. Il faut agir, il faut s'affirmer. Puis après, on s'occupe de ses sentiments. Oui, puis après ça, on verra le pourquoi, puis on... T'as dû en pleurer un coup, par contre, hein? Ah oui, puis des insomnies, hein, de la douleur, de la peur aussi, hein, parce que c'était la peur, la peur nous était tout le temps présente, c'était comme une épée de Damoclès, là, parce qu'on se faisait, là, intimider, insulter sur le coin des rues... C'était pas drôle, hein? Non, une chance, il n'y avait pas de médias sociaux, parce qu'aujourd'hui, les insultes sont très graves de ce qu'on voit, mais dans ce temps-là, c'était physiquement. Ouais. Mais il fallait peut-être un peu plus de courage de leur part, parce qu'en pleine face, quand tu insultes quelqu'un, c'est parce que ça veut dire que tu es vraiment choqué. Tandis que des fois, sur les médias sociaux, on se défoule un peu. Ouais, c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le militantisme? Ben, à un moment donné, on avait réussi
Ouais. les objectifs qu'on s'était donnés. Puis ça a donné une politique nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie au Québec. Imagine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, j'ai accompli vraiment Puis quelque on chose. parle quoi, 2004-2005, c'est arrivé ça, là, cette politique, cette décision-là. Alors on est il y a C'est hier, une mais vingtaine oui. d'années. Mais Ouais, oui. c'est hier. Puis là, mes copains, là, Roger Leclerc, Michael, ont commencé à dire, c'est quoi l'autre objectif? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore comme droit? Parce que là, on avait la reconnaissance du conjoint de fait. Ah, puis parce que ça a été des luttes aussi, Oui. hein, contre le gouvernement. Des conjoints qui sont ensemble depuis 20 ans puis qui n'ont pas le droit d'avoir la pension de leur conjoint. Ah, j'ai vu des choses épouvantables. Ouais. Alors moi, j'étais contre l'idée du mariage. Je trouvais ça quétaine. Puis, fait que là, je me suis retirée là, de cette bande-là. Mais j'étais quand même présente là, au mariage de René Leclerc. René... Leboeuf et oui, Michael c'est Hendricks, ça. oui. J'étais contente pour eux et tout ça, mais moi, je voulais pas. Là. C'est pas quelque chose qui t'intéressait. Non. Puis tu avais fait quand même beaucoup. Oui. Puis Puis là, il fallait demander que tu gagnes ta vie. c'est exact que j'allais dire. À un moment donné, il faut avoir une paye. Hein? Ouais. Fait que là, j'ai changé. Là, mais en étant militante dans les profondeurs, en étant toujours présente. Quand on avait besoin de toi, tu étais là. Toujours. Puis mais là, j'étais en politique, fait que je recevais souvent des... Êtes-vous Madame Metcalfe là, de Sortiguay? Oui, oui. Mais là, fait que là, ils m'exposaient leur situation. Sortiguay, qui était une émission de télévision. Une émission enfin sur les grands canaux, là, les chaînes. Animée par André Montmorency, oui. Ah, c'était une expérience extraordinaire. On a fait la tournée là, du Québec, puis on m'en parle encore. Là. Les gens qui voyaient d'autres personnes qui vivaient comme elles. Puis enfin, tu gagnais ta vie. Mais là, je gagnais ma vie. C'était quelque chose. Puis, par exemple, quand il y avait des commissions parlementaires, tout ça, bien là, moi, je préparais. Les dossiers. Oui, de l'autre côté. Parfait. Ah, J'étais toujours présente. Toujours là. Puis là, ben c'est ça. Il fallait que je travaille. Puis, fait que j'ai pris ma retraite du militantisme de façon officielle. Et tu es devenue, pas correctrice, mais tu travailles maintenant à la... Ben maintenant, je suis conseillère en francisation à l'Office de la langue française. Mais c'est un ministère avec une mission. C'est quand même pas trop plate. On est toujours dans le militantisme quelque part. Oui, ça sort pas. Je rappelle que c'est la balado-diffusion émission Affirmation et mon invité est Claudine Metcalfe, militante de l'ombre ou la maman du militantisme des années 90, 2000 même. Écoute, je ne fais pas passer à côté la pièce de théâtre Corps fantôme qui met en scène cette époque et on a même ton rôle sur scène, t'es là. Qu'est-ce qui t'a fait, ça t'a fait de voir Charlie Monty incarner une partie de ta vie, de tes combats sur une scène institutionnelle? On parle de Duceppe. Imagine, à la place des arts. Ouais, Même si mes parents étaient vivants, ils seraient bien fiers de savoir que je suis par C'était un événement théâtral. Ah, ça a été le buzz de l'automne. Ouais. Les gens étaient renversés, touchés, les critiques ont été extraordinaires. Mais quand Charlie entre sur scène... Puis elle te ressemble. Elle me ressemble. Écoute, j'étais tellement étonnée, puis d'autant plus qu'au début, on ne devait pas avoir de perruques. Puis là, ils ont décidé d'étendre le budget puis d'avoir des perruques. Parce que je les connaissais depuis 2 ans, on m'appelait, puis je faisais des entrevues, puis je corrigeais des textes, puis à chaque fois qu'il y avait une question, puis ça, c'était comme à tous les 2 jours, il y a toujours un auteur qui m'appelait. C'était en quelle année? Oh, si on fait on change la date, est-ce que ça change l'histoire? Oui, puis, oui. Fait que j'étais très présente. Mais de se voir, puis là, j'ai demandé à Charlie, mais comment tu... Elle me ressemble pas du tout dans la vraie vie. Non, là. mais sur scène, on dirait que c'est toi. Ah, c'est incroyable. Mais elle a dit, c'est l'énergie. J'ai quoi? Fait que là, avant d'entrer sur scène, elle pensait très fort à moi. Puis là, elle m'incarnait. J'étais moi-même. C'était hallucinant. C'était même troublant de se voir. Ma famille était étonnée. C'était là... Wow! Tu as mentionné que cette pièce permet aux jeunes d'apprendre. C'est quoi le message le plus important que les nouvelles générations, celles qui n'ont pas vécu cette répression-là, devraient retenir des luttes qui ont été menées notamment par toi dans les années 90? Ben, tu sais, notre histoire, on la connaît pas. Les jeunes savent à peine c'est qui René Lévesque. Alors, c'est vraiment une lacune qu'on a au Québec. Alors, imagine notre histoire à nous, comment elle est délaissée, inconnue. Personne ne la connaît. Alors, c'est important que les jeunes connaissent l'histoire puis s'aperçoivent que c'est pas il y a 100 ans, là.
on recule pas autant dans la Nouvelle-France, mais il y a quelques années, il faut que les jeunes prennent conscience de ces luttes-là pour voir la fragilité, parce que ça peut reculer vite. Mais les acquis ne sont pas garantis. Non, jamais. On pour le voit les ailleurs dans femmes, le c'est monde. comme ça. Ouais. Puis pour les homosexuels, on sait jamais, même ici au Canada, ça peut reculer drastiquement. Une des scènes de la pièce, j'ai trouvé ça important parce que on t'a donné cette parole-là. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as dite, mais on a reconnu, tu sais, que oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont été assassinés dans les différents endroits gays parce qu'ils étaient gays et que c'était épouvantable. Mais les femmes, elles souffrent encore d'une violence indicible. Ah oui, puis ça se passe au milieu du travail. Ouais. J'en connais encore des centaines de T'avais-tu lesbiennes. dit ça pour le vrai aux gens? Oui, 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 oui. c'est toi qui l'avais dit. Hein? Oui, oui. Parce que les femmes, on a vécu, on vit encore beaucoup de violence, puis il faut toujours la dénoncer. Il faut être conséquent avec ce qu'on dit, puis il faut dénoncer la violence qui est faite contre les femmes. Alors, c'est dans la pièce, on le dit bien, puis c'est ça qui est arrivé, ouais. Beaucoup de larmes dans l'auditoire. Moi, je t'avoue que même moi, j'y ai passé, je l'ai vu 3 fois, cette pièce, beaucoup de larmes. Et c'est là que je me rends compte que vous étiez des militants des premières heures et c'était très dur parce qu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas beaucoup d'appui dans le public. Là, on travaillait avec pas grand-chose. Ah oui, les gens. Puis, selon le vécu de chacun, les spectateurs pleuraient à différents endroits. Beaucoup ont pleuré quand le policier doit se séparer de son épouse. Oui. Beaucoup ont pleuré avec, évidemment, le personnage Francis qui a le sida, qui était joué d'une façon tellement sensible. Puis beaucoup ont pleuré quand le jeune haïtien se fait mettre à la porte de la maison. C'est toutes des vérités, ça, qui existaient. Puis il n'y a pas très longtemps. On dit encore, il n'y a pas 20 ans. Ben non. Puis d'ailleurs, je disais que j'étais contre le mariage parce que je trouvais ça quétaine. Mais Ouais. maintenant, je suis mariée. Ah! Alors, on est des êtres de contradiction. Voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ben, j'ai un copain au travail, gay, son amoureux est décédé. Là, on parle de 2014. OK. Et la famille a contesté, disait que c'était pas son conjoint parce qu'il y avait une belle somme d'argent de l'assurance vie. Là, je me suis dit, ça fait 20 ans, 25 ans à ce moment-là que je suis avec Michel. Si pour peu d'argent, des fois, l'humain est capable de bassesse. Oui. Finalement, ce copain a gagné, mais ça a coûté une beurrée d'avocats et des difficultés émotionnelles épouvantables. Fait que j'ai dit, il faut que je protège Michel. Alors, j'ai demandé en mariage. Michel, ta conjointe. Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au travail. On s'est rencontrés à Dire enfin la violence. Ah ouais! Elle était intervenante, éducatrice là, de formation. Dire enfin la violence, c'était quoi déjà? C'est le comité là, qui accueillait les victimes de violence pour les accompagner dans donc, les ça démarches. fait quand même un bout de temps. Fait que ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ouais. Ah ouais! Ouais. Et toujours heureuse. Mais oui, puis là, je suis retournée en banlieue, hein, on retourne à ses amours, et puis on fait... Oui, parce que tu viens de Saint-Eustache, t'es retourné à Saint-Eustache. Oui, c'est ça. Alors, Qu'est-ce qui t'a envoyé? jamais j'aurais cru ça, parce que moi, la ville, c'était important, puis c'était l'action. J'aime beaucoup tes contradictions, Claudine. J'étais un acte de contradiction, j'avais jamais vraiment remarqué. Ben oui, c'est la première fois que je m'en rends compte, pourtant on en a discuté de ça. Oui. Alors, donc, tu as rencontré ta copine, ta conjointe maintenant, pendant les années de militantisme. Mais oui. Comment elle réagit, elle, quand elle voit cette pièce de théâtre et quand elle voit comment on te sollicite maintenant? Ah, elle est fière de moi, puis elle, si elle me décrirait, elle dirait... Claudine, c'est la femme qui accorde la même importance à un premier ministre puis à un clochard. C'est bon d'entendre. Moi, quand une personne vient te parler, elle a droit au respect, à l'écoute, à l'espoir. Pas parce que tu as un titre ou tu as les poches pleines d'argent. T'sais. Ah, wow. Donc, vous êtes ensemble depuis 30 quelques années. Oui. Vous vous êtes mariés maintenant. Oui. Et tu es retourné à Saint-Eustache. Je pense que c'est intéressant parce qu'il est arrivé quelque chose qui a fait que tu es retourné, je pense, hein, la maison familiale. Oui, c'est ça. Là, mes parents sont décédés. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Hein, je la vends. Là, j'avais le cœur qui était brisé à cette idée-là de vendre la maison. Mais j'étais un peu mal à l'aise. J'avais peur de voir des fantômes. Là. Ah, ben oui. Mais là, je demande à ma sœur. Elle n'avait pas l'intention de l'acheter. Puis tout à coup, j'ai dit, oui, ça y est. Puis là, je suis bien dans ma maison de mon enfance. C'est spécial, hein? Ouais.
Puis toutes mes voisines qui sont presque toutes des veuves, mais j'ai gardé leurs enfants quand j'étais jeune, ben tu sais, me disent on t'avait vu à la télévision, puis on le savait pas, tu sais. Puis alors je parle des fois des luttes homosexuelles avec mes voisines. Je ne sens aucune amertume du fait que c'est de ta part, puis que tu as quand même travaillé très fort. On commence à parler de toi maintenant, si longtemps après tout le travail. Sens-tu quelque part qu'on n'a pas reconnu ton travail? Oui, c'est sûr que avant cette pièce-là, nous, du comité, là, tu sais, on était rendus des nobody, comme on dit, mais c'était pas, le but, c'était pas notre personne, c'était la communauté. Puis, j'ai une nièce qui m'a dit, qui est venue à la pièce de théâtre, qui a pleuré, puis qui a dit « Ah, maintenant, tu peux mourir en paix. » Fait que là, tout le monde l'a regardé. Aïe, aïe. Et qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Tu sais, le bon Dieu ou l'énergie ou la fatalité ou le destin, le karma nous donne des qualités, des défauts. Il faut croire que moi, j'ai des paradoxes, là. Ouais. Je change d'idée. Mais on te donne des qualités. Puis là, quand tu vas mourir, là, ben, on te dit, qu'est-ce que tu as fait avec? Ouais. Hein, un peu comme quand on fait notre examen de conscience avant de se coucher le soir. Est-ce que j'ai fait du bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu une bonne journée? Est-ce que je suis satisfaite? Bien, avant de mourir, c'est ça. On va dire, est-ce que j'ai réussi ma vie? Puis réussir sa vie, c'est quoi? C'est d'avoir eu un objectif pour aider le prochain puis de l'avoir réalisé. Finalement, c'est comme pour préparer ma mort. Ben là, on n'est pas... ça presse pas, là, Claudine, ça presse pas. En terminant, là, toi qui as passé ta vie à lutter contre la discrimination et la violence, quel regard portes-tu sur le monde actuel et cette montée du discours de la haine envers nos communautés? Ce qu'il faut, là, c'est s'affirmer, prendre sa place. Je disais, j'ai encore beaucoup de copines qui sont complètement cachées, mais quand tu es caché, ça aide pas, ça t'aide pas, puis ça aide pas l'autre. Il faut s'affirmer pour pas reculer. Puis s'affirmer, mais ça veut pas dire faire des actes violents, puis insulter, puis il faut rester respectueux, mais il faut avoir du pouvoir en nous-mêmes, là, l'empourvoiement, là. C'est ce qu'on dit. Ouais. Il faut qu'on soit conscient de nous-mêmes, puis il faut s'afficher puis s'affirmer de façon positive. T'en as un exemple, à Saint-Eustache, toutes tes voisines le savent, et puis je pense qu'elles t'acceptent. Mais oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. J'ai déjà eu des voisins qui acceptaient pas, mais maintenant, ça y est. Par l'exemple, peut-être par des exemples positifs, pas par la colère puis la violence. Quel message t'aimerais aujourd'hui passer à ces jeunes militants, militantes? Qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme message dans le monde dans lequel ils doivent ou elles doivent militer? Il faut y croire, il faut continuer. On a lutté fort, mais maintenant, le flambeau est entre leurs mains, à leur façon, avec leurs revendications, mais il faut toujours croire. Croire qu'on peut changer, puis on peut toujours s'améliorer. Puis il faut être vigilant pour pas reculer. Puis être vigilant, ben c'est ça, c'est d'être en communication, écouter, lire, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde, puis dans le monde entier. Pas rester dans ta petite gang, là. Ça, c'est trop réconfortant. Mais tu as des craintes quand même? Oui, j'ai des craintes, mais chaque époque a ses craintes. Ma grand-mère dirait « Ah, t'as pas connu la guerre pour avoir peur là, ça va... Il y a moins de guerre que dans mon temps. » Fait qu'on sait jamais les bouleversements, comment des fois le balancier va de droite à gauche, puis ça peut changer, puis avec de l'optimisme, peut-être que ça ne va pas reculer pour nos droits. On t'a redécouverte, j'espère que c'est le bon mot. On te donne une nouvelle fois le micro, des plateformes pour parler, des tribunes pour parler. Est-ce que tu es bien là-dedans? Ah oui, j'ai comme acquis peut-être une sagesse. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, des fois, tu agis vite, tu fais des erreurs, tu essayes de boucler des dossiers peut-être plus rapidement. Là, on est plus serein avec l'âge. Moi qui avais peur de vieillir, maintenant, à 63 ans, je trouve qu'on est vraiment plus sensible, plus fatigué, mais on est plus capable aussi de voir tous les aspects là, d'une dynamique. De voir avec nos lunettes, par contre. Oui, il faut sortir nos lunettes, ouais. Claudine, c'était tellement, tellement plaisant de te recevoir à cette émission. Merci de l'invitation. C'était un plaisir. Puis je suis content qu'on
qu'on va enfin redécouvrir ces personnes qui ont milité dans l'ombre comme toi. Ben, bravo à toi pour cette belle émission. Claudine Metcalfe, merci beaucoup de nous avoir permis de plonger dans cette histoire essentielle. Puis je vais le dire, ton courage et ton travail sont un héritage pour toute la communauté. Merci d'avoir été notre invité à Affirmation. Merci. Et j'aimerais remercier aussi toute l'équipe de Canal M qui travaille avec moi, notamment à la régie, Mathieu Tessier. Et je m'appelle Denis Martin Chabot, j'anime, je réalise et je fais la recherche de Affirmation.